il y avait le Nürburgring, le Grand Prix de Catalogne MotoGP, l'Indy 500 et le Grand Prix du Canada qui arrive. On en parle tout de suite dans l'émission. Salut à tous et bienvenue donc dans la 36e de l'émission Top 2. On est ravis de vous retrouver avant un week-end qui s'annonce particulièrement sympathique, mais après un week-end qui a été particulièrement chargé aussi. À mes côtés aujourd'hui, Cyprien Juillard, Lucas Bartolomeo, bonjour messieurs. Salut Michael. Salut Michael, comme tu le dis, week-end sympathique. La journée du dimanche était plutôt stressante. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va effectivement commencer par notre événement de la semaine, qui était évidemment le Grand Prix de Catalogne MotoGP. On va pas parler tout de suite des accidents, parce que forcément, vous vous doutez que c'est bien sûr ce qui reste le principal de ce week-end avec les terribles chutes d'Alex Marquez et Johan Zarco. Mais après tout cela, après ces moments stressants, et on est heureux de voir qu'ils vont relativement bien compte tenu de leurs chutes respectives, Fabio Di Giannantonio s'est imposé. On rappelle que lui, par contre, a été impliqué en plus dans la première chute. Oui, c'est presque un miracle que Fabio Di Giannantonio ait trouvé la victoire au terme de ce Grand Prix, sachant que après 12 tours, il s'est pris la fourche et la roue d'Alex Marquez qui avait chuté en pleine ligne droite. Donc c'est vraiment étonnant, Fabio Di Giannantonio qui retrouve la victoire après 2 ans et demi d'attente. On se rappelle de sa victoire au Grand Prix du Qatar 2023 et qui offre sa première victoire à l'équipe de Valentino Rossi, VR46, la première depuis le Grand Prix d'Inde, l'unique Grand Prix d'Inde organisé sur le circuit du Boud et remporté par Marco Bezzecchi. Oui, c'est ça, oui, Bezzecchi qui était effectivement chez VR46. Mais Bezzecchi, ça s'est pas très bien passé aussi, Cyprien, du coup, ce week-end, parce que pour Aprilia, c'est pas facile en Catalogne, on va dire. Ça s'est pas très bien passé, mais il part quand même avec une 4e place, donc il peut être... il augmente son avance au championnat, c'est ça qui est fou. Oui, c'est un peu la chance du champion, peut-être, du futur champion. Non, Marco Bezzecchi, ce week-end, il avait pas le rythme. Les Aprilia, globalement, tu l'as dit, étaient pas en très grande forme, pas en tout cas au niveau où on les a vus depuis le début de la saison. C'est forcément un peu inquiétant parce qu'on se demande si cette Aprilia finalement elle va être capable de performer sur tous les types de circuits. Pour le moment on l'a vu performer sur des tracés assez différents, là à Barcelone c'était moins le cas, mais malgré tout ça reste un bon week-end puisque comme tu l'as dit il augmente son avance, donc c'est assez paradoxal. Je pense que Marco Bezzecchi il va pas repartir de Barcelone très heureux de sa performance parce qu'en effet elle était pas là, globalement il naviguait hors du top 10 avant les fameux accrochages, les fameux gros accidents dont on a parlé, mais au final oui il augmente son avance, il a la chance de voir dans son bonheur finalement Jorge Martin tomber aussi en course alors que Martin était plutôt parti lui pour faire un bon Grand Prix, voire jouer le podium, enfin il aurait même certainement fini sur le podium s'il n'avait pas été accroché par Raúl Fernandez, donc on aurait dû normalement dans une course normale je pense avoir Jorge Martin leader du championnat. C'est toujours Marco Bezzecchi. Il y a vraiment une inquiétude, Lucas, pour Aprilia, parce que Barcelone, c'est quand même un circuit très particulier. C'est un circuit très particulier, très abrasif, on trouve pas beaucoup de grip, et c'était la force d'Aprilia par le passé. Aleix Espargaro qui avait remporté 2 sprints à Barcelone, et Aprilia qui avait signé son premier doublé en catégorie Rennes, avec justement Espargaro devant Maverick Viñales en 2023. Mais la moto a beaucoup changé ces dernières années, et j'ai envie de dire qu'Aprilia a peut-être aussi... modifier sa moto pour gagner en polyvalence sur tous les types de circuits, peut-être au détriment du circuit de Barcelone, mais je pense pas que ce week-end soit inquiétant. Puis comme le dit Cyprien, globalement les Aprilia n'étaient pas dans le rythme, mais les deux qui étaient dans le rythme se sont accrochés, donc on ne sait pas vraiment ce qui aurait pu se passer entre Raúl Fernandez et Jorge Martin s'ils avaient rallié l'arrivée. Il y en a une autre qui finit 4ème, mais qui s'est fait pénaliser après la course parce qu'elle avait sorti Pedro Acosta. On parle de l'Aprilia Trackhouse de Ayogura. Donc finalement, ils sont tous retrouvés à des moments devant, mais c'était plus par circonstance. Et en plus, ils ont jeté ces bons résultats potentiels. Oui, en plus, alors c'est par circonstance, oui et non, parce que moi j'ai par exemple été assez étonné par Raúl Fernandez qui a fait un bon week-end globalement, à part évidemment cet accrochage avec Jorge Martin dont il est responsable, qui a d'ailleurs passablement énervé Massimo Rivola, le patron d'Aprilia, qui a déboulé en furie, on va dire, dans le garage Trackhouse. Devant un David Debrio qui a fait moi de toute façon je suis plus à la fin de l'année, donc vraiment oui, c'est vrai j'en ai pas grand chose à faire, puisqu'il l'a annoncé ce week-end, on rappelle. Voilà, il l'a annoncé ce week-end en plus. Non, mais je pense que Raúl Fernandez il s'est un peu tiré une balle dans le pied aux yeux de Massimo Rivola. Alors je dis pas qu'il aurait été dans tous les cas un candidat à un guidon dans l'équipe d'usine en 2027, mais dans tous les cas c'est pas très bon pour lui. Mais globalement Raúl Fernandez fait quand même une assez bonne saison, je trouve. Et puis on se rappelle aussi de sa victoire en fin d'année dernière. C'est un pilote qui a montré qu'il pouvait être performant, qui a déjà montré à Barcelone qu'il pouvait être performant. Il était déjà parti en première ligne il y a 2 ans. Donc il faut aussi compter sur lui, et je pense que ça montre que l'Aprilia n'était peut-être pas si mauvaise quand même sur ce tracé. En tout cas, c'est sûr qu'elle était moins bonne que sur les autres circuits, mais elle était quand même pas catastrophique, ça c'est sûr. Je pense que c'est aussi la force du constructeur en ce début de saison, c'est que les 4 pilotes sont capables de performer avec la RSGP, et c'est ce qui fait évidemment défaut à Ducati, puisqu'à part Di Giannantonio et Marc Marquez sur 2 sprints, mais pas encore le dimanche,
On l'espère quand il reviendra. Les pilotes, globalement, ne savent pas tous exploiter la moto à merveille. Et donc, je pense que cette RSGP, qui est facile à prendre en main, elle facilite aussi la vie de leurs 4 pilotes. Et que c'est pour ça qu'on voit, il y a eu le triplé au Mans. Là, Raoul Fernandez qui revient lui aussi. Et c'est plutôt positif pour la suite de la saison. Oui, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus polyvalente, cette machine. C'est vrai que chez Ducati, bon, alors évidemment, en plus, Marc Marquez n'était pas présent, puisqu'il s'est blessé au Grand Prix de France au Mans. Alex Marquez chute donc au début du premier Grand Prix. Pecco Bagnaia chute dans le deuxième départ, mais finalement il peut quand même prendre le départ et finir sur le podium du Grand Prix en lui-même. Morbidelli en première ligne, exceptionnel. Bon, on l'a plus vu le reste du week-end. Oui, ça a pas suivi, comme souvent. Mais bon, voilà, il a réussi à faire une première ligne là où Di Giannantonio avait peut-être un petit peu déçu. Voilà, Ducati, on a un peu perdu sur où est-ce qu'ils sont exactement. À voir sur tout le circuit peut-être. Oui, moi j'ai surtout été très étonné par Bagnaia qui, encore une fois, j'ai l'impression qu'il transforme sa faiblesse en force, puisqu'il a toujours été, en tout cas, plus mauvais sur les sprints. Et cette année, c'est vraiment son point fort. Il a encore fait un excellent sprint. Le podium, il le doit évidemment au fait de course, mais il met du coup fin à une série de 10 courses sans podium pour l'équipe officielle de Ducati, et ça mérite d'être souligné. Ouais. Oui, t'as raison. En plus, c'est vrai que Bagnaia, moi je pense qu'il a un problème avec cette moto. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à gérer sur une course entière. Il a du mal avec les pneus, je sais pas, peut-être, mais il perd souvent en rythme. On le voit sur les fins de course, là où des fois il a un capital pneumatique qui peut lui permettre de remonter. Et en plus, il avait un capital pneumatique différent après sa chute, justement, de son accrochage avec Johan Zarco, puisqu'il avait mis un pneu médium quand tous les autres avaient des tendres, puisque lui, il avait plus de tendres suite à sa chute, justement. Et je pense que ça l'a aidé aussi. Donc peut-être que c'est des pistes à exploiter pour lui, pour retrouver plus souvent les podiums, parce que malheureusement, Ducati sans Marquez, ils ont besoin d'avoir un leader, et aujourd'hui, le leader naturel, ça doit être Pecco Bagnaia, ça doit être un double champion du monde, ça doit pas être Fabio Di Giannantonio, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui normalement n'est pas destiné à ça, n'a pas l'envergure d'un potentiel candidat au titre. Après, même, si on va même plus loin, le leader, ça devrait être Marc Marquez d'ailleurs, ça devrait être le champion du monde en titre. Bon, oui, mais là, en son absence. Voilà, là maintenant qu'il est absent, ça va être plus compliqué. Il espère revenir au Mugello, toujours, si on rappelle. Pour son frère et pour Johan Zarco, le Mugello, ça va quand même être compliqué, on va pas se le cacher, parce qu'avant de parler et de faire notre battle de la semaine et d'évoquer la question hebdo, faut quand même qu'on touche un petit mot encore une fois sur ce qui s'est donc passé et sur les suites surtout. Donc on rappelle 2 fractures pour Alex Marquez, une fracture alors mineure au niveau d'une vertèbre cervicale, donc ça effectivement ils ont dit ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Il s'est fracturé par contre la clavicule droite et il a été opéré ce dimanche soir. Pour Johan Zarco, ce sont les ligaments du genou qui ont malheureusement lâché après sa grosse chute avec Pecco Bagnaia, et il a eu une petite fracture au niveau du péroné, au bas du péroné en fait, au niveau de la cheville. Donc ils s'en sortent avec un moindre mal, on peut dire quand même, et ça c'est... Oui, parce que les 2 accidents faisaient assez froid dans le dos, hein, pour rappeler brièvement ce qui s'est passé pour Alex Marquez. C'est Pedro Acosta qui a subitement perdu en vitesse au milieu de la ligne droite, alors que les deux étaient vraiment roue dans roue. Donc Alex Marquez forcément n'a pas eu le temps de l'éviter. Pedro Acosta qui a levé la main, mais c'était déjà trop tard. Il l'a touché, il est parti sur le côté, perdu le contrôle de sa moto, qui s'est véritablement désintégré dans les airs avant que les débris volent partout sur la piste. Pour Johan Zarco, il a manqué son freinage au virage 1, mais Bagnaia semblait dire dans son débrief après la course qu'il pense qu'il y a eu un problème technique sur la Honda de Johan Zarco, puisqu'il a freiné assez tôt, puisque tout le monde était globalement assez prudent pour cette relance de course après l'incident qui avait marqué la première partie de course. Et finalement, il a tiré tout droit, il a emporté Marini et Bagnaia, et c'est sa jambe gauche qui est restée coincée dans la moto de Bagnaia. La scène est assez effrayante, et on le voit vraiment faire des tonneaux avec la moto. Donc c'était vraiment pas beau à voir, très inquiétant, très et assez stressant. Et comme tu le dis, ils ont été très chanceux tous les deux de s'en sortir. Ils ont eu beaucoup de chance. Dernier tout petit mot sur Fabio Quartararo pour parler de nos pilotes français. Ça s'est encore pas trop mal passé, surtout en qualif. Après, on a vu dès le sprint quand même que le rythme en course n'était pas vraiment là pour la Yamaha. C'est ça, et puis Barcelone, c'est peut-être le pire circuit possible pour cette Yamaha qui est toujours très dépendante du grip. Ça fait quelques années que c'est l'une de leurs principales faiblesses. Là, Fabio Quartararo qui a été en difficulté tout le week-end, mais qui, grâce au fait de course, est parvenu à remonter dans la hiérarchie pour signer une belle 5e place. Il faut rappeler quand même que malgré le bon départ qu'il avait fait au début de la course, il était hors du top 10 avant le premier drapeau rouge, et que ce sont évidemment les faits de course qui lui ont permis de décrocher un beau résultat. Ça risque d'être compliqué pour Yamaha au Mugello, puisque comme on l'a vu à Barcelone, il souffre d'un énorme déficit en vitesse de pointe. Il accusait plus ou moins 14 km/h de différence en bout de ligne droite à Barcelone par rapport à Pedro Acosta. Au Mugello, la ligne droite fait
environ 1 km, donc Ça risque d'être compliqué. voilà. En fait, ce qui est dommage, c'est que Fabio Quartararo, on voit qu'il fait tout ce qu'il peut, mais il peut pas faire plus à un moment et sa moto le limite trop par rapport aux autres constructeurs. Et elle n'évolue pas. Elle C'est ça, n'évolue le pas, mais pourtant il a fait un bon week-end. Il se qualifie quand même directement en Q2. Il est dans le top 10 des essais. Ou d'ailleurs, petite anecdote, il y avait quand même 2 motos de chaque constructeur. Donc ça, c'était assez sympa à voir. Ça montre que l'écart finalement sur un tour était pas si énorme. Mais oui, mais Fabio, en effet, tu l'as dit, il était 13e au moment du drapeau rouge. Et après, il prend un très bon départ. Il est dans le top 3 à un moment au restart. Sauf que malheureusement, il peut pas se battre. Donc en fait, il tombe tout de suite et puis il finit. Il tombe dans le classement. Oui, dans le classement. on Du coup, bien. lui est resté sur ses roues, par chance, heureusement. On a eu assez de chutes et de blessés comme ça, tant mieux. Mais oui, en effet, il a vite chuté au classement, il a dégringolé. Et par chance, il repart avec un top 5 grâce aux pénalités devant lui de Joan Mir, d'Ayogura, etc. Mais c'est un peu comme Marco Bezzecchi dont on parlait tout à l'heure, qui est 4e, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est une 5e place qui n'est pas vraiment révélatrice du vrai niveau de la Yamaha. On va enchaîner toujours sur du MotoGP, rassurez-vous, avec le battle de la semaine. Et vous allez voir, avec la magie de l'editing et du montage. Oui, nous ne sommes pas en direct. Désolé, je brise peut-être un secret ici. Vous allez voir, je vais même changer de place pour être face à notre ami Lucas. Et voilà la magie de la télévision. Donc, nous allons pouvoir passer à notre battle de la semaine avec notre ami Lucas. Bon, la battle, évidemment, est assez simple et ce sera bien sûr aussi la question hebdo qu'on vous posera sur les réseaux sociaux et sur autohebdo.fr. Le MotoGP aurait-il dû arrêter, tout simplement, le Grand Prix de Catalogne après les 2 grosses chutes qu'on a vues toi, tu penses que oui, Lucas, donc vas-y, je te laisse 1 minute pour y aller. Exactement, je suis d'avis que oui, j'aurais pas arrêté la course après le premier incident, c'était évidemment normal de la reprendre. Toutefois, 2 gros incidents comme ça en si peu de temps, je pense que ça pose question. Et j'ai envie de nuancer un petit peu ce oui et de dire que ce serait plutôt au pilote d'avoir le choix de pouvoir continuer ou non, puisqu'on a vu beaucoup qui étaient très marqués par les 2 gros incidents. Je pense à Pecco Bagnaia qui a été impliqué dans le deuxième d'entre eux et qui a dit qu'il aimerait lui établir une règle avec les autres pilotes de MotoGP pour se dire que quand il y a 2 gros incidents comme ça qui marquent très fort psychologiquement les pilotes, eh bien on puisse dire à un moment non à la direction de course et non, on n'a pas envie de poursuivre cette course. Jorge Martin qui le disait lui aussi, on reste avant tout des humains et donc c'était peut-être un peu trop pour nous. Fabio Quartararo, en revanche, il dit que ça fait partie de leur métier de prendre tous ces risques. Je suis pas très d'accord avec ça et je rejoins plus Jorge Martin et Pecco Bagnaia sur ce point-là, de dire voilà, les pilotes pourraient avoir leur mot à dire. Est-ce qu'on doit reprendre ou pas cette course après 2 gros incidents ? Oh là 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 là, la minute à la seconde près. Là, vous voyez quand même évidemment la qualité belge qui s'est totalement faite remarquer là. Moi, je pense que non. Je pense finalement que le MotoGP a pris la bonne décision, même si alors... Sur l'instant, comme beaucoup, je me suis dit, il faudrait peut-être arrêter tout ça, et voilà. Évidemment, le cœur parle beaucoup, mais quand on y pense de manière plus rationnelle, au moment où le MotoGP relance une 3e fois la course, il n'y a pas d'infos sur Alex Marquez et sur Johan Zarco. En fait, il n'y a pas d'information qui sort. Mais le MotoGP sait que globalement, leur situation n'est pas un danger vital à ce moment précis. Donc, ça permet déjà de limiter, on va dire, le facteur pour dire, bon, on peut relancer la course. Et j'entends que les pilotes disent qu'ils étaient choqués, et c'est normal, bien sûr, et qu'il faudrait qu'ils se mettent ensemble. Je commencerai à leur dire, peut-être que si tous les pilotes assistaient déjà à la conférence du jeudi, enfin, en tout cas, à la réunion de sécurité du vendredi, ça serait déjà peut-être un premier bon point, parce qu'à chaque fois qu'on leur demande, ils n'y vont jamais. Ça fait malheureusement partie du métier. Je pense que la bonne décision a été de effectivement continuer, même si ça a donné un Grand Prix très court, mais on ne peut pas toujours tout arrêter, malheureusement. J'aimerais bien t'y voir, mon Michael, sur le MotoGP. Ah non, mais moi, l'avantage, c'est que j'arrive même pas au premier freinage. Donc non, mais encore une fois, comme je le dis, je comprends l'inquiétude et je comprends bien sûr ça, mais bon, tant qu'il n'y a pas d'issue trop grave et que le circuit est en état, voilà. Moi, c'était mon avis. Vous pourrez nous donner le vôtre, évidemment, pardon, parce que vous pouvez donner notre avis, mais on vient de le faire, donc finalement, ça n'a pas eu un grand intérêt, mais vous pouvez donner votre avis, bien sûr, sur autohebdo.fr et sur nos réseaux sociaux. Et remagie de la retélé, du redirect, machin, je retournerai à l'autre place, vous inquiétez pas. On va partir du côté de Dijon-Prenois, puisque ce week-end, il y avait notamment la Porsche Carrera Cup France, la F4 France et le FFS AGT, où je vous propose d'ailleurs de retrouver Mathieu Chambenois et Pierre Barré qui étaient sur place pour nous. Salut les gars, ouais, effectivement, ce week-end, on était du côté de Dijon-Prenois. Il s'est passé plein de choses, hein. C'était le 2e meeting du championnat de France FFSA circuit, avec plein de catégories, et notamment, Mathieu, la Porsche Carrera Cup France. Et oui, comme vous pouvez le constater, on a bien été accueillis par nos amis chez Porsche. Donc voilà, on est là pour vous parler un petit peu de ce week-end. Et alors, en Porsche Carrera Cup France, il
s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de surprises notamment. Alors, on a eu d'abord une pole position de Paul Coopé, en l'occurrence, qui avait un petit peu sous-performé du côté de Barcelone, mais qui a été très rapidement rattrapé parce qu'il a calé en course 1. C'est Marvin Klein, le très expérimenté Marvin Klein, qui a remporté la course 1 au terme d'une bataille très très acharnée avec Matteo Capieto. On écoute justement les deux acteurs de cette belle bataille en fait. J'ai juste tout donné pour remonter sur Maceo. Je voyais que j'avais plus de rythme aussi. Donc voilà, c'est top. Le team a fait un super boulot. On n'a pas eu une super qualif ce matin, mais on a su rebondir. On part 5e, on arrive à gagner la course. Donc voilà, on s'est pas affolé. Et on a fait le boulot qu'on sait faire. Et voilà, c'est vraiment top. Je suis vraiment super content pour le team. Ça fait des super belles courses. Ça fait de la bataille. Et voilà, c'est la petite revanche aussi de Barcelone où j'avais pas eu trop le temps. Il y avait eu le safety car, donc j'avais pas eu assez de temps. Ouais, il manque un petit peu de rythme, je dirais. Marvin, il a été capable toute la course de garder la corde au dernier virage et de sortir comme une fusée. Donc j'étais toujours sous pression au premier virage, donc pas très facile et évident à manager. Mais oui, il manque encore ces 2-3 petits dixièmes milieu fin de course que Marvin arrive à aller chercher, que personne d'autre arrive à aller chercher pour l'instant. En course 2, eh bien, le scénario il a été encore plus fou puisque les 3 premiers à passer la ligne d'arrivée, avec notamment Matteo Capieto en vainqueur initialement, eh bien, ont été pénalisés les 3 pour track limit. C'est donc le 4e au classement Enzo Joliet qui, le jour de ses 22 ans, notons bien, a gagné sa première course en Porsche Carrera Cup France, qui lui aussi nous explique l'émotion que ça lui a fait et puis la joie évidemment de remporter la victoire dans un tel contexte. Me concernant personnellement, moi je savais que ça allait être compliqué ce week-end, c'était pas mon circuit fétiche. Dès le jeudi, je savais que je manquais un peu de rythme, mais bon, je suis très content parce que bon, une victoire et une 3e place pour le championnat, c'est super. Alors le prochain meeting qui va nous permettre évidemment de suivre cette continuité en Porsche Carrera Cup France, il sera du 19 au 21 juin du côté de Spa, mais je crois qu'on ne sera pas les seuls avec Porsche du 19 au 21 juin, puisque ce week-end et le week-end justement à Spa-Francorchamps, eh bien, il y a la FFSA circuit qui continue à rouler sur les circuits, en l'occurrence de France et de Belgique. Exactement, puisque c'était le cas pour le GT4, on va vous en reparler dans un instant, mais pour l'heure on va se déplacer un petit peu dans le paddock parce qu'il y avait aussi la F4 ce week-end du côté de Dijon-Prenois. Donc comme on vous le disait, il y avait aussi la F4 qui était présente ici à Dijon-Prenois, et au sein du plateau de la F4, eh bien, il y avait notamment les membres de l'équipe de France. Ils ont été dévoilés un petit peu plus tôt cette semaine, vous l'avez peut-être lu d'ailleurs sur le site internet d'Auto Hebdo. Ils étaient tous là et on est allé justement à leur rencontre. On les écoute tout de suite. Maintenant ça fait bientôt 4 ans que je suis équipe de France. J'ai commencé, j'étais avec Adjar, Pourchère et Martins, donc j'étais un peu le plus petit. Maintenant je suis le plus vieux, donc ouais, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc non, après ça on voit que je suis toujours là, donc t'es toujours au niveau, donc c'est toujours bien d'être équipe de France, donc ouais, c'est cool. Déjà c'est ouais, comme tu l'as dit, c'est une très grande fierté parce que quand j'étais petit, je regardais dans les 3-4 dernières années les pilotes qui sont passés par l'équipe de France, c'est quand même de très grands pilotes, donc c'est toujours une fierté de représenter la France, surtout dans nos catégories un peu à l'international, et puis voilà, c'est juste exceptionnel. Déjà ça nous fait un boost en termes de communication. Là à Dijon on se retrouve un peu tous, donc c'est cool, ça fait un peu l'esprit famille de l'équipe de France. Ça nous apporte de la visibilité, puis un accompagnement aussi qui est super. Enfin, la FFSA, ils sont toujours derrière nous et ça fait plaisir. On prend de l'expérience pour être prêt à 100% pour la semaine prochaine. On prend de l'expérience dans les batailles, surtout, c'est le plus important. En soi, le résultat de la qualif, c'était pas le point principal. Le point principal, c'était vraiment de progresser durant les batailles. Du coup, j'ai eu la chance aussi de faire Nogaro en F4 France. Donc j'ai travaillé un peu mon agressivité en course. Aussi ici, on a fait pas mal de simulateurs. Donc on est prêt et on a hâte d'arriver là-bas dès lundi. Et après, avec cette course aussi, je suis contente parce que j'ai pu travailler mes départs et j'ai réussi 2 départs sur 2 pour l'instant. Et c'est ce qui pêchait le plus en F1 Academy, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner pour la semaine prochaine. Et puis pour parler de l'aspect sportif, on a vu des courses très animées, très disputées, avec notamment les 2 victoires de Guillaume Bouzard qui s'est imposé en course 1 et en course 3. On rappelle qu'il est arrivé ici à Dijon en qualité de leader du championnat, donc très très belle opération pour Guillaume. On a très bien travaillé aussi avec Malo, l'ingénieur, pour améliorer les départs. Maintenant, c'est très bien déroulé, on a réussi à faire un super départ dans la première course et dans la 3e course et dans la 2e course, qui nous a fait gagner une ligne dans la 2e course et ici qui nous a permis de garder la première place au premier virage. Donc c'est un très bon point d'amélioration qu'on a eu ce week-end.
Et puis vous le savez, ici au cœur des séries FFSA, on a à cœur de promouvoir le sport automobile féminin. Et justement, le sport automobile féminin au sein de la F4 a été plutôt très très bien représenté, avec notamment le meilleur résultat de l'histoire de la F4 pour une pilote féminine que l'on écoute tout de suite. No, it was amazing. It was the first race to start in P9 and I did P6. I finished P6. It was amazing. It was incredible. And I don't have no words. The first race like this. And I want to improve more, for example, for the overtake and everything. Et puis enfin un petit mot, parce que c'était également la deuxième manche du GT4 France. Nous on était là aussi pour suivre l'Alpine Elf Cup Series. Vous avez pu très certainement suivre ce qu'il s'est passé pour tous les acteurs de cette série, notamment sur nos réseaux sociaux, au travers d'une série en immersion ce week-end. On va vous signaler aussi les 2 victoires d'Alpine au classement général du GT4, avec hier le Schumacher GP, Lucas Papin et Jérémy Corsin qui se sont imposés. Et puis à l'instant, à l'heure où on est en train de se parler, la course 2 vient de délivrer son verdict, victoire du Race Car Consulting, avec notamment Léo Jousset qui n'est autre que le vainqueur de l'Alpine Elf Cup Series 2026. Voilà pour tout ce qui s'est passé à Dijon, Mathieu. Bah écoute, c'était animé, on a vu qu'il s'est passé beaucoup de choses, on l'a pas dit, mais une météo quand même très capricieuse. Oui, alors vous le voyez peut-être, remarquez, c'est pas fou. Voilà, ici les nuages sont encore là, mais on a eu beaucoup de grêle, on a eu même de la pluie très très intense au début du week-end, alors ça c'est mieux fini que ça n'a commencé. En l'occurrence, on espère un temps un peu plus clément. Puis-je dire qu'on est à Spa et qu'on espère un temps clément la prochaine fois? On verra ce que ça nous réserve, mais en tout cas fin juin, je vous le disais tout à l'heure, du 19 au 21, on se retrouve dans les mêmes conditions avec les mêmes catégories qui roulent sur le circuit belge. Merci à tous les deux qui, un petit peu à l'instar de Lucas et moi au Mans il y a un petit peu plus de 10 jours, étaient aussi passablement arrosés pendant ce week-end de Dijon-Prenois. Il y a eu quelques averses. Justement, Lucas, tu vas nous quitter pour cette émission ici, mais je crois qu'on peut retrouver pas mal de MotoGP encore dans Auto Hebdo cette semaine. On peut retrouver pas mal de MotoGP dans Auto Hebdo cette semaine, en plus des traditionnelles pages courses. On a une interview de Diogo Moreira, le rookie et équipier de Johan Zarco cette année chez Honda LCR. Et en plus, on a un covoiturage chez Didier de Radigues, pilote belge le plus victorieux en Grand Prix. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir ça avec beaucoup d'attention. Mais ça, c'est-à-dire parce que Didier de Radigues, c'est effectivement une sacrée carrière. Donc vraiment, je vous le conseille. Merci beaucoup, Lucas. Et on retrouve maintenant Valentin Glo. La magie, cette fois-ci, vous voyez, c'est plus moi qui bouge de place, c'est carrément la personne à ma gauche qui bouge de place. Comment ça va, Valentin ? Bah, ça va très bien. J'ai l'honneur de m'installer à la place du grand Luca Bartolomeo. Donc ça ne va que très bien. Ça ne peut aller bien. Ça ne peut aller que très bien. Et en plus, pour nous parler des 24 heures du Nürburgring qui se sont tenues ce week-end, la victoire de Maxime Martin, je tiens à le signaler, encore une fois. Je n'ai plus la caution belge, donc je dois la faire maintenant. Mais bon, une édition qui a encore une fois été riche en rebondissements, très clairement. Et surtout qu'il y avait un invité de marque. Oui, en la personne de Max Verstappen, quadruple champion du monde de F1 qu'on ne va plus présenter. Et il faut dire que le Néerlandais a impressionné sur la Nordschleife ce week-end. Avec des relais assez extraordinaires. La Mercedes numéro 3 qu'il partageait avec Jules Gounon, Daniel Juncadella et Lucas Sauer a très longtemps été en tête. Elle semblait même promise à la victoire. Et finalement, à 3h18 de l'arrivée, c'était le drame. L'arme de transmission qui lâche sur la Mercedes. Obligé de rentrer au stand, rentrer au garage. Et elle n'en est ressortie que 3 heures plus tard pour boucler un ultime tour et finir finalement à la 37e place. Bon, dans le camp Mercedes, la victoire revient quand même à la numéro 80, comme tu as dit, de Maxime Martin, qui a été accompagné de Mauro Angel, Fabian Schiller et Lucas Stolz. Et ça faisait 10 ans que Mercedes n'avait pas gagné sur le Nürburgring. La dernière fois, c'était en 2016, avec un quadruplé, avec déjà Mauro Angel, qui regagne du coup 10 ans plus tard. Décidément, il est toujours partout, lui, quand la marque à l'étoile gagne. On a souvent Mauro Angel, effectivement. Alors, notez que Maxime Martin, c'était l'une des rares courses qu'il n'avait pas encore gagné, mais que son père, Jean-Michel Martin, avait gagné. Tout à fait. Donc il a pu rejoindre aussi aux tablettes son papa, donc c'était un beau moment d'émotion. Bon, on parle souvent de Kevin Estre au 24 heures du Nürburgring. Malheureusement, on va encore parler de Kevin Estre au 24 heures du Nürburgring et cette malédiction qui continue un petit peu avec la Grélo. Oui, alors tout le monde attendait évidemment le duel entre Max Verstappen et Kevin Estre. Il n'a malheureusement pas eu lieu puisque le Français s'est sorti samedi en fin de journée. Malheureusement, une flaque d'huile au mauvais endroit sur lequel il a glissé. La voiture a terminé dans le rail. Et c'était fin de course pour la Porsche 911 malheureusement. En course, les deux Mercedes étaient particulièrement intouchables et la victoire est tout à fait logique pour la firme à l'étoile, même si évidemment, vu ce qui a été démontré en termes de rythme, c'était la numéro 3 qui aurait dû gagner, notamment Max Verstappen a été très 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 impressionnant, notamment
dimanche matin quand la pluie a commencé à arriver. Et il n'a pas du tout levé le pied. Et il avait plus de 30 ou 40 secondes d'avance, même sur la deuxième Mercedes. C'était assez impressionnant. Il y a une caméra embarquée qu'on vous conseille où il suivait une voiture dans l'un des gauches rapides la moitié du tour et l'avant s'est littéralement délesté. Il a fini dans l'herbe, Max Verstappen, et c'est passé vraiment pas loin d'être un carnage. Et puis il a géré ça et à mon avis son rythme cardiaque a dû augmenter d'une pulsation. Il s'est fait un petit code marron, comme on dit dans le milieu. Tiens donc, je n'ai plus de roue sur le sol, quel dommage. Bon, là c'était pas très grave. Petite mention pour terminer, moi j'ai envie de la faire cette mention, à BMW qui a placé sa M3 Touring dans le top 5 du général. Oui, et ça quand même, c'est pas mal du tout. Et qui a joué le podium longtemps en lice pour le podium. C'est une très très belle performance de ce qui était de base un poisson d'avril, on le rappelle. Voilà, poisson d'avril 2025, donc ils ont dit on va engager un break aux 24 heures de Boeing, tout le monde dit c'est très drôle, faites-le, ils ont dit ok. Ils l'ont fait, ils ont engagé un équipage XXL et ils ont fini en 5e place, donc franchement... Une petite mention pour la voiture favorite des fans, la petite Dacia Logan. Eh ben elle s'est battue, la Dacia Logan, elle a encore eu des soucis, parce que bon... voilà, c'est toujours compliqué. Oui, mais il y a une scène très drôle, je sais pas si vous l'avez vu à un moment donné, messieurs, où quand il se met à pleuvoir, la Dacia prend une courbe à droite, le slick, et la Dacia est la seule à rester sur la piste. Les 3 GT qui étaient derrière finissent dans le décor. Il y a pas mal de scènes marrantes avec la Dacia. J'ai vu un extrait avec Jules Gounon qui est derrière, appel de phare. Voilà, cette photo est extraordinaire. Mais il n'arrive pas à passer. Donc, cette photo, c'est un peu le grand méchant loup qui arrive derrière la petite brebis égarée. Mais la brebis a tenu. La Dacia tient bon depuis quelques années. On se rappelle que l'an dernier, le réalisateur et les caméramans cherchaient dans le parking des Dacia qui seraient susceptibles d'aider la pauvre Logan qui allait encore avoir des problèmes mécaniques certainement. Voilà, donc écoutez, tout le monde essaye de faire en sorte que ça marche. On n'a pas eu la Twingo cette année, donc au moins la Dacia était bien présente. Merci Valentin pour ce point bien complet sur les 24 heures du Boeing. On te retrouvera aussi dans le magazine de la semaine, puisque tu as passé une petite journée avec nos amis chez Citroën en Formule 1, notamment à l'E-Prix de Monaco. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Citroën pour leur invitation, parce qu'effectivement, vendredi et samedi, toute la journée, j'étais en immersion chez eux à l'E-Prix de Monaco, et c'est à lire dans Auto Hebdo cette semaine. Et on va terminer cette émission en nous projetant un petit peu sur ce qui va se passer ce week-end, parce que Cyprien, c'est toujours très sympa évidemment de revenir sur le week-end précédent, mais le week-end qui vient est particulièrement gratiné également, et dans le bon sens du terme, puisque nous aurons le Grand Prix du Canada et les 500 miles d'Indianapolis qui auront lieu également. Ce week-end, donc, le Grand Prix du Canada, Cyprien, est-ce que Mercedes va pouvoir récupérer cette avance qu'ils avaient un petit peu perdue à Miami, puisque eux vont introduire un package d'évolution ce week-end à Montréal? Oui, justement. Alors, je pense qu'il fallait pas se laisser tromper par le résultat de Miami, c'est-à-dire qu'à Miami, Mercedes avait fait le choix d'amener très peu d'évolution. Vous avez 2 petites pièces par-ci par-là. C'était très mesuré, alors que McLaren avait, comme annoncé, une deuxième voiture, complètement différente quasiment de celle qui avait fait les 3 premières manches de la saison. Pareil chez Ferrari, pareil chez Red Bull, beaucoup de pièces et d'évolutions apportées. Mercedes avait gardé un peu ses jokers, si on peut dire, pour Montréal. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont quand même gagné la course. C'est ça le problème. Alors ils ont été moins aériens que sur les manches précédentes. Antonelli a eu un peu plus de mal, il a dû un peu plus s'arracher pour signer la pole, il n'y a pas eu un doublé en qualif comme sur les autres courses, mais ils ont gagné. Et donc là, moi, je pense qu'ils vont remettre un peu l'église au centre du village, ils vont arriver avec un package qui devrait, selon les rumeurs qui valent ce qu'elles valent, leur apporter peut-être jusqu'à 3 dixièmes au tour, ce qui est énorme, parce qu'ils ont déjà de l'avance, donc si on leur rajoute 3 dixièmes, je pense qu'ils vont coller une demi-seconde minimum à tout le monde. Donc oui, à mon avis, Mercedes se dirige vers la victoire. Et puis, il faut aussi rappeler que Mercedes, c'est un doublé l'an passé au Canada, alors qu'ils n'avaient pas la meilleure voiture. C'est aussi les 2 dernières pole positions, à chaque fois pour George Russell. Et justement, c'est là où je vois bien George Russell parvenir à revenir dans le match avec Kimi Antonelli. C'est ce que j'allais dire, parce que George Russell, Miami, il l'a dit, c'est un circuit qui ne lui convient pas, voilà, où il n'a jamais été bon, ça au moins c'est factuel, mais le Canada, c'est un circuit où il a été tout le temps bon. Donc maintenant, à lui de reprendre la bonne dynamique, mais alors, du coup, si on estime qu'ils seront en tête du plateau ce week-end, mais qui sera donc la deuxième force? Parce qu'entre Ferrari, McLaren et pourquoi pas Red Bull, qui a montré de belles aptitudes à Miami, on peut avoir une belle bagarre aussi. On peut avoir une belle bagarre, ça va aussi dépendre des évolutions apportées par les uns et par les autres, puisque finalement tout le monde ne s'est pas arrêté aux évolutions de Miami. Vu qu'il y a eu au total, il va y avoir 10 semaines entre le Grand Prix du Japon et celui de Monaco, avec seulement 2 Grands Prix dans ces 10 semaines, puisque là on a eu 5 semaines avant Miami, 3 semaines avant le Canada, et on a encore 2 semaines après avant Monaco. Ça laisse beaucoup de temps aux équipes pour travailler.
surveiller, ce qui fait qu'en fait Ferrari par exemple va se retrouver avec des pièces qu'ils ont introduites à Miami qui vont déjà être remplacées au Canada 3 semaines après. Donc en fait ça peut complètement bouleverser la hiérarchie. On ne sait pas qui va apporter quoi encore avec certitude. Ce qu'on sait c'est que ça risque de bouger encore, et aussi que tu l'as un peu dit par rapport à George Russell, mais c'est aussi vrai pour les équipes et pour les voitures de manière globale, c'est que le circuit de Miami et le circuit de Montréal, c'est des circuits qui sont très différents. Donc on sait aussi que des équipes peuvent parfois être en réussite sur un circuit, moins sur un autre. Moi, si je devais mettre une pièce, je sens bien McLaren quand même. Je sens McLaren assez en forme. Je suis un peu moins serein que je l'étais avant pour Ferrari, notamment aussi parce que, par exemple, Charles Leclerc, on parlait de George Russell qui est meilleur à Montréal qu'il est à Miami. Charles Leclerc, c'est l'inverse. À Montréal, il n'est pas du tout en réussite. C'est un pilote qui est excellent en qualification. Charles Leclerc, pourtant, c'est que 2 Q3 en 6 tentatives à Miami. Ça fait mal. À Montréal surtout, là, oui. À Montréal, oui, pardon. Alors qu'à l'inverse, Lewis Hamilton, c'est un peu l'un de ses circuits favoris aussi. C'est un de ses circuits favoris. Mais un peu comme Shanghai, moi ça m'étonnerait pas qu'on ait Lewis Hamilton qui soit devant Charles Leclerc ce week-end. Ouais, qui réussisse, ouais. C'est des choses qui dépendent un peu des circuits. Après, globalement, on a du mal aujourd'hui à dire qui est la deuxième force du plateau, parce que ça dépend en fonction des circuits, en fonction des évolutions. Mais je vois aussi bien Red Bull revenir. On a eu Isaac Hadjar au Kennel Grand Prix de France historique qui nous avait dit qu'il s'attendait à ce que Montréal soit un peu plus favorable à Red Bull, notamment parce qu'il y a moins de virages rapides que Miami. C'est un peu la faiblesse de la Red Bull. Alors après, quand on lui a demandé son prono, il avait répondu 4e et qu'il se voyait pas sur le podium. Bon. Après, en soi, c'est déjà pas mal. Au vu du début de saison un petit peu compliqué parfois chez Red Bull, ça peut être pas mal, 4e. Voilà. Je pense que ce serait pas mal. Puis s'il est 4e, peut-être que Max Verstappen sera sur le podium, ce qui serait pas mal donc aussi. deuxième force du plateau. Et voilà, ils ont réussi à remonter un petit peu la pente, ce qui serait pas mal. Et derrière tout ça, ce qui est bien, c'est que cette F1 maintenant est rangée en échelons d'une certaine manière. On a évidemment l'échelon Aston Martin Cadillac, où là, ça va encore être en difficulté certainement. Mais entre ces deux échelons-là, entre la deuxième place du championnat et l'arrière du peloton, ça va être très serré aussi en milieu de grille. Oui, ça va être très serré. Tu l'as dit, c'est un peu rangé par boîte maintenant. Tout à l'heure, je vais faire un parallèle avec ce que je disais sur le MotoGP, où on avait 10 pilotes qualifiés directement en Q2, 2 motos de chaque constructeur. Oui. Et c'était un peu pareil à Miami, où en qualification, en Q3, on avait 5 constructeurs avec leurs 2 pilotes chacun. Donc il y avait Mercedes et McLaren, Ferrari, Red Bull, et les Alpines. Voilà, qui étaient toutes les deux en Q3, qui ont toutes les deux marqué des points. Donc aujourd'hui, c'est Alpine qui est la meilleure des autres, si on peut dire ainsi. Malheureusement, le problème, c'est qu'ils sont certes 5e, mais ils sont quand même très loin des 4 premiers. Il y a un écart assez conséquent qui est même un peu inquiétant pour Alpine, un peu dommage, parce qu'on sent qu'ils auront du mal à le combler, cet écart. Mais aujourd'hui, voilà, eux, leur objectif, ça va être de consolider cette position, de faire attention au retour des autres équipes, parce qu'il y a Williams, notamment, qui est bien revenu à Miami, qui a mis ses 2 voitures dans les points pour la première fois de l'année. Williams, ils ont un vrai problème de surpoids sur leur voiture. Ils ont beaucoup de kilos à perdre. Ils en ont déjà perdu une partie à Miami. Ils vont certainement encore en perdre une partie à Montréal. Donc il faut faire attention à eux. On se souvient aussi du dépassement d'Alex Albon, qui avait été le plus beau dépassement de l'année. Il me semble que c'était il y a 2 ans, où il double 2 voitures. Sur une piste humide qui s'asséchait. Voilà, il double 2 voitures avant la dernière chicane. C'était très très beau. Donc c'est des pilotes qui peuvent être en réussite aussi. Moi, je pense que ça va être les 2 formations à surveiller. Et je mets une petite pièce derrière si je devais voter pour Audi aussi. Je crois un peu en Audi. J'ai envie de croire en ce projet parce que je pense qu'ils ont des vrais problèmes de fiabilité. Encore Hülkenberg qui n'est pas parti à Miami en sprint. Mais ces problèmes de fiabilité, une fois qu'ils seront réglés, je pense qu'ils ont le potentiel pour faire quelque chose de bien. Et puis bien sûr, il y a Haas. Voilà, Haas qui s'est raté à Miami, mais qui était là grâce à Berman tout le long du début de saison. Ouais, ça va être très sympa à suivre ce milieu de grille. On rappelle que c'est aussi un week-end sprint, donc deuxième week-end sprint de suite, c'est rare qu'il s'enchaîne. Et surtout, le Grand Prix est dimanche à 22h. Et je me tourne vers toi, Cyprien, mais c'est un Grand Prix qui me paraît quand même très tardif pour un Grand Prix du Canada. Mais il y a une bonne raison. Oui, il y a une bonne raison, c'est pour qu'il soit disputé de nuit. Non, c'est complètement faux. Je vous garantis qu'un Grand Prix américain de nuit, là, moi, je signe pas. Là, je suis pas prêt. Non, quand même pas. Non, mais s'il a été décalé, en effet, tu l'as laissé entendre. C'est parce qu'il y a une autre course en parallèle. Et quelle course? L'Indy 500, un des trois monuments finalement du sport automobile, un des 3 joyaux de la triple couronne, avec le Grand Prix de Monaco ou le championnat du monde, c'est selon, de Formule 1 et les 24 heures du Mans. Donc on est évidemment ravis de retrouver l'Indy 500. Et toi, Michael, en tant que spécialiste IndyCar, tu vas forcément être très attentif ce week-end. Tu vas nous couvrir ça pour Auto Hebdo. Bon, on va pas se cacher qu'il y a quand même un éléphant au milieu de la pièce sur ces 500 miles d'Indianapolis. Alex Palou, champion en titre, vainqueur en titre, et Paul Mann maintenant. Bon. Est-ce que vraiment on peut croire
en la défaite d'Alex Palou finalement. Est-ce que quelqu'un peut le battre selon toi? Oui, déjà, je vais commencer par cette chose positive pour beaucoup. Oui, il peut être battu, mais c'est vrai que là, il est encore une fois dans une forme olympique. Alex Palou, leader du championnat IndyCar en plus, il a gagné 3 des 6 premières manches de la saison, donc clairement... Il n'est pas parti pour faire une mauvaise saison, loin de là. Il a gagné, comme tu as dit, Indy 500 l'an dernier. Il fait sa 2e pole à Indianapolis, alors qu'il avait fini 11e de la première qualif. Et que dans les 2 autres, il a réussi à retrouver justement quelque chose sur sa voiture pour permettre d'aller chercher la pole position. Maintenant, la réalité du premier dimanche, on va dire, du mois de mai de l'Indy 500 n'est pas souvent la même que la réalité du dimanche qui suit. On a eu que 21 fois le poleman qui remporte l'Indy 500, par exemple, en 109 éditions, si on veut faire un petit peu de statistiques. Et surtout, il va falloir voir comment les voitures se comportent dans le trafic. Et moi, je citerai justement plusieurs adversaires qui pourraient être assez importants pour lui. Même s'il fait partie des favoris, même en rythme dans le trafic. Très, très honnêtement, sa voiture est très très bien équilibrée pour l'instant. Mais on pense à David Malukas qui partira aussi en première ligne avec la voiture du Team Penske. On pense à Conor Daly, l'enfant du pays qui partira lui au-delà de la 2e ligne de la grille, mais qui franchement a une excellente voiture avec le Dragon Rainbow Racing, qui a failli gagner l'an dernier grâce à Ryan Hunter. Les autres Penske auraient aussi leur mot à dire. Joseph Newgarden part certes 25e, mais il peut remonter et franchement il a aussi une voiture qui est assez bonne. Quid des Andretti? C'est ce que j'allais te demander. C'est plus compliqué chez Andretti, là. Tu vois pas Will Power nous faire un petit coup? C'est toujours possible après, mais honnêtement, déjà, ils ont été très lents ce week-end en qualification. On a des pilotes qui partent même au-delà de la 20e place chez Andretti, ce qui est assez rare, et donc en vitesse pure, ça manque un petit peu. Et ils n'ont pas semblé être aussi aériens qu'ils n'ont pu l'être. Pourtant, l'an dernier, Marcus Ericsson finit 2e et Kirkwood 4e, si je ne dis pas de bêtises, mais avant que les deux soient disqualifiés. Pour infraction technique, donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Et on en discutait dans la rédac un petit peu en début de semaine. Je pense qu'ils ont été heureux de voir que Colton Herta ne pouvait pas participer finalement puisqu'il y avait de la F2, car sinon on aurait eu 34 voitures et il y avait un potentiel pour que l'une des Andretti passe peut-être par la fenêtre. Donc finalement, ça s'est très bien mis en place pour eux. Oh, mais je vais reprendre ta phrase, Michael. Tu as dit que la vérité d'un dimanche n'est pas forcément celle de l'autre. Et on peut l'espérer pour Romain Grosjean, puisqu'il part seulement 24e. Il avait fait le 25e temps des qualifications. Puis après, il y a eu quelques pénalités, donc il a gagné une place. 24e, tu l'as dit sur les Andretti, partir loin, c'est jamais un avantage. Mais c'est pas forcément un désavantage non plus. Et Romain Grosjean, il a semblé plutôt bon en rythme de course. Oui, c'est ça, c'est que vraiment Romain Grosjean, pour moi, possède l'une des meilleures voitures en rythme de course actuellement, et il possède surtout l'expérience de Bill Pappas et de Michael Cannon, qui sont deux de ses ingénieurs, et qui sont vraiment des sorciers de l'Indy 500, et qui, eux, vont savoir faire une voiture aux petits oignons, et on en a un petit peu échangé justement, et il est effectivement très confiant, Romain Grosjean, pour la course. L'avantage, c'est qu'il va partir juste devant Joseph Newgarden, ce qui fait qu'il aura une roue à suivre véritablement en début de course aussi, parce que Newgarden, lui, il va vouloir repartir directement aux avant-postes. S'il arrive à remonter avec lui, ça peut très très bien se passer, et je pense sincèrement qu'un top 10 pourrait être largement possible pour Romain Grosjean, qui réapprend l'Oval, et qui réapprend l'Oval d'Indianapolis. Il n'était pas là l'an dernier, évidemment. Il était pilote de réserve pour Premac qui avait fait la pole, mais il l'a dit aussi, il s'est retrouvé sur les ovales un peu par hasard, et là maintenant il a des personnes dans son équipe qui peuvent lui apprendre vraiment comment fonctionne une voiture sur un ovale. Donc moi je suis très, très confiant, et j'attends beaucoup de Romain Grosjean. Bon, tu l'as dit, lui, il retrouve les ovales. Il y en a un qui va les découvrir et qui n'est pas trop en réussite depuis le début de la saison, c'est Mick Schumacher. Est-ce que tu penses qu'il peut essayer de tirer son épingle du jeu et réaliser un résultat? Bon, on ne s'attend pas à le voir gagner ni faire un top 10, ce serait déjà exceptionnel. Mais est-ce que tu penses que lui, qui est dernier du championnat, on le rappelle quand même maintenant, peut au moins réussir à se remettre un peu en confiance et à lancer enfin cette saison d'IndyCar? Ça me paraît compliqué, surtout que le Ral Letterman, la Ligan Racing, ils n'ont pas malheureusement la chance de leur côté, la réussite et la vitesse à Indianapolis de leur côté ces dernières années, mis à part Takuma Sato qui s'en sort toujours. Et là, bon, pour Mick Schumacher, l'objectif va être de terminer. C'est absolument ça, et ce sera déjà une première victoire. Il n'a pas les armes, clairement, pour l'instant, que ce soit au niveau de l'expérience ou au niveau de sa voiture, même, tout simplement, pour aller vraiment chercher quelque chose, malheureusement. Mais il ne sera plus dernier du championnat, puisqu'il y aura forcément tous les pilotes qui ne font que l'Indy 500 qui seront derrière lui. Donc, déjà, et qui auront abandonné, du coup, qui seront derrière. Voilà, donc ce sera déjà possible, clairement, pour Mick Schumacher. Mais ça, ce sera à partir de 18h45 qu'on saura ce dimanche. À noter, c'est important quand même, faites bien attention si vous regardez ça sur nos amis de Canal+ Sport, la course sera en léger différé. Elle commencera après la course de F2, donc pas de panique. Si vous voulez regarder l'Indy 500 en version française, on vous encourage à le faire.
eh ben on bloque Twitter, on bloque les réseaux sociaux pendant quelques minutes au moins, le temps qu'on revienne après au direct. Sinon, il y a autohebdo.fr avec un live texte quand même. Voilà. Et lui, il démarrera à l'heure. Et Lui, il à sera l'heure. en direct. Ça, on vous le garantit. Le live text de C500 Indianapolis. Et puis, vous retrouverez évidemment de multiples pages dans le magazine de la semaine prochaine, tout comme de multiples pages, bien sûr, sur le Grand Prix du Canada. Et vous retrouverez aussi, mais ça, c'est dès cette semaine, parce qu'on est très sympa avec vous, bien sûr, et ben de multiples pages sur Sarah Rumeau, qui s'était imposée, on le rappelle, au championnat de France Rallye Terre, au Rallye Terre d'Écosse. Elle est venue de notre studio pour l'entretien Auto Hebdo. Vous le retrouverez donc en format papier, mais aussi cette semaine en format vidéo sur notre chaîne YouTube. On était très heureux de la recevoir, Sarah Rumeau, et on espère évidemment que ça va continuer pour elle, ce très beau début de saison. Voilà pour nous et pour cette émission numéro 36. Merci beaucoup, Cyprien, d'avoir été à mes côtés. Merci Michael, c'est un plaisir comme toujours. On salue Valentin et Lucas, évidemment, qui étaient avec nous et qui le sont toujours, bien sûr, vous vous en doutez. Et on se redit surtout à lundi prochain. Ciao, ciao.